La norme devrait être de ne pas souffrir et d'avoir un cycle où on se sent bien, tout au long du cycle, en tout cas pas souffrant. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Évaluée sur une échelle de 1 à 10, la douleur se manifeste par un ressenti désagréable dans notre corps ou un sentiment pénible lié à une souffrance morale. Ça, tout le monde le sait, d'accord, mais apparemment là, ce n'est rien ou ce n'est pas si grave. Minimisé, ignoré ou banalisé, il y a des mots sur lesquels on ne met pas de mots. Certains et certaines se retrouvent alors à vivre avec des douleurs qui se dérobent au regard des autres. Des blessures passées ou présentes, physiques ou morales, qui, bien qu'invisibles, engendrent des souffrances et des cicatrices réelles pour ceux qui les vivent. Trop douloureux d'en parler ou par peur d'être jugé, ces souffrances sont mises sous silence et peuvent devenir de vrais fardeaux. Pour rendre visibles ces douleurs invisibles, il faut d'abord les entendre, les comprendre et les reconnaître. Alors les voix se libèrent pour apprendre, d'une certaine manière, à vivre avec et tenter de les guérir. C'est le cas de Claire, Gaëlle et Christine qui nous parlent aujourd'hui de ces douleurs que l'on ne voit pas. Bonjour Gaëlle, bienvenue. Bonjour Alice, merci. Merci d'être venue avec nous chez Pluriel Singulier. Tu es la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et tu as développé de nombreux programmes autour des femmes de Kiffe ton cycle, Kiffe tes premières règles, ça a été les premiers, puis il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, on aimerait bien que tu nous parles un petit peu de la genèse de ce mouvement, de ce projet. Alors, tout a commencé par le fait que je m'intéresse pas du tout à mon cycle. C'est étrange, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Je travaillais dans la banque et je m'amusais bien. J'avais 3 fois mes règles par an à peu près et du Ok. coup, ça me convenait et les médecins avaient l'air de dire qu'il y avait aucun problème, donc je trouvais ça génial et quand j'ai voulu avoir un enfant, ça c'est devenu un peu plus complexe. Ma relation au cycle a commencé à ce moment-là où effectivement, les médecins m'ont dit: «Ah, ça va être compliqué, du coup, il va falloir passer par la procréation médicalement assistée». Ça a été, violent de prendre des telles quantités d'hormones, dans moi et il y a eu une grosse négation du monde médical de ce que je vivais. Ok. Donc quand j'ai dit à mon médecin: «J'ai quand même pris 10 kilos», il m'a dit: «Ouais, ça se voit pas». Super, merci de ton avis. Voilà. Quand j'ai dit: «Beh, je vacille», jusqu'au point où j'ai fait un burn-out, on m'a dit: «Oh non, bah, ça doit juste être le stress de vouloir un enfant». Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça, tu vois? Et donc quand je me suis remise, bah, je me suis intéressée à ce phénomène qui est le cycle naturel, le cycle menstruel pour comprendre, qu'est-ce qui m'était arrivé. Bien sûr. Voilà comment commence, Kiffe ton cycle. Ok. Et du fait, du coup, de te poser ces questions-là, tu as trouvé des réponses, hein? Comment tu as fait pour tout ça? Bah, j'ai surtout découvert que le cycle menstruel était un phénomène de malade et qui avait énormément d'impact dans notre vie et que c'était complètement tenu, sous silence. Donc c'est ça qui m'a fait halluciner, c'est de réaliser que ces cocktails hormonaux qu'on peut vivre tout au long du cycle Mmh. ont un impact énorme. En gros, pour résumer, j'ai réalisé que le cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte, un coach interne et un soutien quelque part de notre vie. Hors tout désir de parentalité, puisque moi, on me l'avait toujours présenté sous le prisme d'une possible, grossesse et que tout ça était piraté parce qu'on nous avait appris le contraire. Donc on nous a dit: «Ouais, non, les femmes, c'est pas grave, vous avez pas de chance, quoi». Ou certaines: «Oh bah, vous avez de la chance parce qu'il se passe rien pour vous». Tu vois, on est dans des extrêmes. Soit il se passe rien, soit tu as pas de chance parce qu'il se passe quelque chose, mais il peut pas se passer quelque chose et que ce soit joyeux et c'est ça D'accord. que moi j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est qu'il se passe quelque chose et que c'est joyeux et donc de fait, on peut en faire quelque chose. Ouais, donc tu as vraiment parcouru, en fait, tous ces éléments dont on parlait pas, dont il fallait pas parler et dont ouais, tu avais pas les infos qu'il fallait, quoi. C'est ça et j'ai galéré pour les trouver. Bah, oui, c'est ça, j'imagine que ça a dû être, enfin, c'est toujours le même problème, des recherches sur des choses dont, en fait, on n'a pas les infos, on s'y est pas intéressé et tu les trouves pas, quoi.
Ok. C'est exactement ça. Et du coup, toi, la volonté, ça a été de traiter du coup tous les sujets autour du cycle menstruel et j'imagine qu'au vu de tous les programmes que tu as développés, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ce cycle menstruel et qui sont un peu également passés sous silence. Oui, alors au début, moi, ma volonté, c'était de parler du cycle en santé, donc le cycle quand tout va bien. Et puis, régulièrement, et donc mon premier programme s'appelait Kiffe ton cycle, s'appelle toujours d'ailleurs Kiffe ton cycle. Et beaucoup de femmes venaient me voir en me disant Gaëlle, kiffe ton cycle, c'est un peu une injonction violente. Moi, je vis ça, je vis ça, je vis ça, j'ai des douleurs et tout ça. Et j'accueillais, et je leur disais déjà, c'est pas une injonction, c'est vraiment une promesse, c'est l'idée que c'est possible. Mmh. Donc, c'est pas une injonction à kiffer son cycle. Mais surtout, j'étais ahurie de voir à quel point elles ignoraient qu'elles pouvaient faire quelque chose pour ce qu'elles vivaient. Ça. C'est-à-dire qu'elles me présentaient ça comme j'ai pas le choix. Je vis un syndrome prémenstruel d'une violence inouïe, j'ai des douleurs atroces, je suis fatiguée, épuisée, j'ai envie de me foutre en l'air tous les mois. Mais je vis ça comme une fatalité parce que tous les médecins que je vais voir me disent ah bah je peux rien pour vous. Et c'est de là qu'est partie l'idée de proposer des programmes qui eux aident à résoudre les problèmes pour que quelque part ensuite il soit vraiment possible de kiffer son cycle. Oui, c'est ça, de prendre conscience à la fois, j'imagine, de ce que c'est, parce qu'il y a aussi ce problème de manque d'information, et également de trouver des solutions pour le supporter et que ce soit pas une fatalité comme tu l'évoques. Ouais, clairement, il y a des choses à faire. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est de laisser autant de personnes menstruées dans l'idée que bah, c'est le coup de pas de bol. Elles ont joué à la roulette, elles ont tiré le mauvais numéro, quoi. Je trouve ça dingue parce qu'on parle quand même d'un phénomène qui est à l'origine de la totalité de l'humanité. Clairement. Non, parce qu'on dit souvent ça concerne que les femmes. Bah ouais, enfin en même temps, qui que tu sois sur cette terre, Concerné. t'as été à un moment concerné par le phénomène. Et puis, donc ça concerne la totalité de l'humanité. Et les douleurs et les problématiques menstruelles concernent entre 50 et 80% des personnes menstruées à peu près. Et c'est un phénomène qui va se représenter dans notre vie entre 400 et 500 fois. Ouais. On a plusieurs années de menstruation dans notre vie si on cumule. Donc c'est pas un phénomène dont on peut se dire ah bah c'est pas grave, j'ai un peu mal quoi. Ouais, 400, 500 fois dans Oui. ma vie. Et puis ça dure pas qu'une petite minute cette douleur. Enfin, c'est en C'est plus ça. chaque fois de manière complètement récurrente, quoi. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce qu'est le syndrome prémenstruel, l'endométriose, mais également la ménopause, enfin tous ces sujets finalement que tu abordes dans tes programmes? Ouais, alors il y a des choses qui sont normales. Il y a la ménarche, le début des règles, et puis il y a la ménopause, la fin des règles. Mmh. Donc ça, c'est complètement normal. Et donc, il va y avoir des modifications qui vont se faire juste après la ménarche. Donc, juste après les premières règles, les cycles vont être assez erratiques potentiellement. Et juste avant la fin des dernières règles, donc juste avant la ménopause, les cycles vont être aussi potentiellement assez erratiques parce que c'est le phénomène qui se termine en fait. Mmh. Et donc, effectivement, on va vivre une préménopause qui va voir des cycles se modifier petit à petit. Et ça peut commencer jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Et qui, en fait, montre que des cycles qui pouvaient être réguliers, qui pouvaient bien fonctionner, vont petit à petit être un peu moins ovulatoires, un peu moins réguliers, et donc avoir des conséquences qui vont avec. Mais on va dire que c'est physiologique, c'est normal d'en passer par la préménopause. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir, et puis on peut soutenir notre corps dans ce processus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on propose dans un programme comme Kiffe ta préménopause. Et qu'est-ce que tu entends par soutenir son corps? Eh bien en fait, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de mal parce que notre corps est un peu, on va dire, encrassé. C'est pas le bon terme, mais c'est peut-être le plus facile à comprendre. Mmh. Et donc on va avoir un peu plus de mal souvent à évacuer les œstrogènes. OK. Et on va avoir un petit peu des ovulations d'un peu moins bonne qualité. Et donc, on va avoir un peu plus de mal à sécréter de la progestérone en D'accord. quantité suffisante. Donc, on va aider le corps à éliminer les œstrogènes et à sécréter de la progestérone en quantité suffisante. C'est comme ça qu'on le soutient. Et ça, c'est des choses en fait que tu sais pas en fait si tu te poses pas la question. Enfin, surtout, tu parles de 10 ans avant, donc en fait, c'est des choses qui arrivent relativement vite finalement dans la vie d'une femme. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'on le sache pas parce qu'en fait, tout le monde pourrait détenir cette connaissance-là. Nous, c'est notre but, c'est que Bah, c'est tout ça. le monde détienne ces connaissances-là, en fait. Et rien que de le savoir, en fait, ça, tu te dis bah oui, en fait, c'est normal, ça arrive et enfin, ça devient pas un non-sujet. En fait, c'est toujours ce problème de pas dire ce qui se passe, quoi. C'est ça, c'est normal. Ça veut pas dire que je suis en train de devenir vieille. Ça veut juste dire que mon corps suit un processus normal. Par contre, ça veut dire que il a peut-être besoin d'être un peu plus soutenu. Il faut savoir quand même que notre mode de vie actuel est un mode de vie pour lequel notre corps n'est pas ultra adapté.
entre le stress, la nourriture transformée, la sédentarité et j'en passe. Les perturbateurs endocriniens qui sont hyper présents, eh bien, notre corps prend tout ça et devient un petit peu moins résilient pour certaines d'entre nous sur la fin de nos menstruations, en fait. Ouais. Oui, donc déjà, ça c'est les phénomènes normaux dont tu parles, donc sur lesquels on n'a pas forcément la connaissance nécessaire pour pouvoir les vivre. Mais après, il y a les phénomènes un peu plus douloureux, un peu plus complexes et qui touchent pas tout le monde. Donc là, est-ce que le syndrome prémenstruel, on peut considérer que ça touche tout le monde ou c'est pas toutes les femmes? Alors non, c'est pas toutes les femmes puisque en fait, c'est ce que j'appelle les déséquilibres. En fait, donc il y a le physiologique, donc c'est normal. Il y a les déséquilibres, bah, c'est juste qu'à un moment, il y a un truc qui se déséquilibre dans le corps et puis hop, on a l'information. Et puis ensuite, il y a les pathologies. Et les pathologies, ce sont les maladies qui sont liées au cycle. Donc le syndrome prémenstruel, la résultante d'un déséquilibre. Donc non, ça ne touche pas tout le monde. Et c'est toujours la même chose, toujours la même chose, c'est toujours la même base, on va dire. C'est une différentielle entre les œstrogènes et la progestérone qu'on va sécréter dans cette période prémenstruelle. Et donc, ce différentiel, quand ces deux hormones-là qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui ont des façons d'agir vraiment à l'inverse l'une de l'autre, bah, quand elles sont pas bien équilibrées, bah, ça part en cacahuète, quoi. Donc on peut se transformer en dragon, on peut avoir mal partout, on peut avoir mal au sein, on peut être très fatigué, on peut avoir des migraines, il y a plus de 150 symptômes au syndrome prémenstruel, mais c'est toujours le signal d'un déséquilibre. Et ça se soigne, ce genre de déséquilibre? Bah, ça se rééquilibre. Ok. J'utiliserai pas le mot soigner parce que j'utilise pas des techniques, mais si, ça peut être. Enfin voilà, il y a pas de maladie, mais il y a un déséquilibre et oui, ça se rééquilibre sans aucun problème, on va dire, hein. Vraiment, les personnes qui suivent nos programmes, en faisant pas à pas ce qu'on leur propose, nous disent « Ah, la dernière fois, j'ai vu le sang arriver dans ma culotte sans même réaliser que j'allais avoir mes règles. » quoi. Du coup, elle râle un peu en disant « Ah, mais il n'y a plus aucun symptôme avant, je sais plus. » Bah d'accord, mais il faut savoir en fait. Oui, c'est voilà, une question d'habitude de ce qu'il y avait avant et maintenant. Voilà, du coup, on fait de la pub pour les calendriers, mais mais voilà, en fait, non, c'est absolument pas c'est pas une normalité. La norme devrait être de ne pas souffrir et d'avoir un cycle où on se sent bien tout au long du cycle, en tout cas pas souffrant. Il peut y avoir des moments qui sont moins confortables, et ça, c'est normal, mais la souffrance, elle devrait être complètement exclue du vécu menstruel. Alors, on a fait un petit message il n'y a pas longtemps, on leur demandait de quoi avez-vous pris conscience. C'est plus facile de savoir de quoi elles ont pris conscience que les questions qui reviennent, Ouais. mais je peux essayer de synthétiser. Elle nous disait que les règles, ça fait pas mal. C'est pas normal que ça fasse mal. Mmh. Ça, c'est une espèce de prise de conscience, tu vois, assez importante. Après, les questions qu'il peut y avoir, c'est des questions très spécifiques. C'est-à-dire que nous, on déplore justement le fait qu'on ne se pose pas de questions, tout simplement parce que je me pose pas les questions que je ne sais pas que je devrais me poser. En réalité. Donc nous, on va avoir des questions très spécifiques du style est-ce que c'est normal d'ovuler à tel jour de mon cycle ou comment je peux savoir comment j'ovule, et encore ça fait partie des questions très avancées. Et Oui. puis après, on a des questions très basiques, j'ai du sang dans ma culotte à tel moment, j'ai mal à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et c'est vrai qu'on est épaté du manque de connaissances aujourd'hui qu'ont les personnes menstruées sur ce phénomène. Et dans tes programmes, tu as un programme qui s'appelle Kiffe tes premières règles. Il est plutôt à destination des jeunes filles ou de leurs parents? Ah non, il est pour les jeunes. Il est pour les jeunes personnes menstruées de 10 ans à 17 ans. Ouais. Dans le but, en fait, ça nous a été demandé par des mamans notamment, et quelques papas qui avaient suivi Kiffe ton cycle, donc des mamans qui avaient suivi Kiffe ton cycle, et quelques papas qui étaient un peu désespérés devant le fait de devoir gérer la situation tout seul. Et en fait, ces mamans-là, elles voulaient absolument transmettre à leurs jeunes filles en disant « Oh là là, c'est génial, etc. » Et se sont retrouvées devant un mur parce qu'en fait, il faut savoir que vers 11-12 ans, quand on n'en a pas parlé à nos enfants avant, bah, les enfants n'ont pas du tout envie d'entendre les parents parler de ce sujet-là. Et donc, ils ferment complètement en disant « Non, mais je ne veux pas. » Les enfants disent « Je ne veux pas t'entendre parler du sujet, c'est no way. » Alors, je dis ça avec des mots gentils, parfois c'est beaucoup plus cruel la façon de le dire. Et donc, c'est les mamans qui sont venues me voir en me disant « Mais Gaëlle, je veux absolument que tu fasses un truc pour ma fille parce que la pauvre, elle sait rien et elle veut pas entendre quelque chose de ma bouche. » Et donc, on a créé ce programme pour justement toutes les personnes qui avaient un peu loupé le coche de transmettre au bon moment, ou alors celles qui voulaient le faire avec leurs enfants et qui n'avaient pas forcément toutes les connaissances. Oui, c'est vrai que dans le programme, je montre la forme de l'utérus, je montre comment on utilise les protections périodiques en expliquant le tampon et tout. Il y a plein de mamans qui m'ont dit « Mais Gaëlle, je découvre des trucs dans ce programme, c'est un truc de fou. »
C'est ça, encore une fois, on revient sur cette idée de choses dont on nous a jamais parlé auparavant et du coup, c'est encore plus difficile de pouvoir les transmettre, quoi. C'est ça. Donc on parle de glaire cervicale, on parle de tout parce que pour moi tout ça c'est tellement naturel et physiologique que c'est facile quoi, je dirais d'en parler. Et donc souvent ça c'est des programmes qui sont regardés en famille. Parfois il y a la petite sœur, le petit frère qui est dans le coin, qui regarde aussi et tout le monde est super content parce qu'on apprend des choses quoi. Oui, c'est ça. Pour, un de nos tout premiers podcasts, on a interviewé, Tiffany et Mathilde qui ont écrit le petit illustré de l'intimité. Pareil, dans cette idée que finalement on n'utilise jamais les bons termes pour parler de l'anatomie finalement et c'était hyper intéressant aussi de comprendre leur approche parce que c'est super nécessaire et surtout on manque d'outils pédagogiques pour le faire, quoi. Ah j'adore leur travail, donc moi je suis fan absolue donc Non, mais c'est super parce qu'elles font, c'est à la fois hyper beau, hyper bien expliqué, enfin c'est hyper nécessaire en fait pour le coup. Pourquoi selon toi on a mis autant de temps à écouter les gens qui parlaient de ces douleurs et à les prendre en considération? Je pense que le postulat, en faculté de médecine, à partir du moment où la faculté de médecine a été créée et où tous les soignants ont dû passer par cette faculté, le postulat a été très négatif pour les femmes, très vite, avec, des suspicions d'en rajouter, Mmh. d'abuser, de vouloir se faire plaindre, beaucoup de choses comme ça et qui ont été des postulats qui ont été posés très, très tôt, dans cet environnement qui est la faculté de médecine et malheureusement qui ont la dent dure vraiment. Mmh. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, on peut entendre dans certaines facs, ça s'améliore vraiment, hein, mais on peut entendre dans certaines facs que, les femmes, elles abusent, elles en rajoutent, il y a ce postulat de base qui a fait que on a dit c'est normal de souffrir. C'est complètement dingue parce qu'il y a aucun autre phénomène dans le monde, dans notre corps, où on nous dit c'est normal de souffrir. Oui. À la limite, si la grossesse, la naissance. Oui, enfin toujours, Mais aux voilà. femmes et aux femmes. Toujours pour les femmes et par les femmes. Et tous les autres phénomènes, si on a mal au coude, si on a mal à la tête, on va nous prendre en charge et on va regarder, bien qu'on sait aujourd'hui que la douleur des femmes est moins bien prise en charge Mmh. que la douleur des hommes. Mais malgré tout, à aucun moment, même moi en tant que femme, si je vais voir l'hôpital et que je dis j'ai mal au coude, à aucun moment on va me dire c'est normal madame, rentrez chez vous. Et en fait, on l'a fait pour les douleurs de règles, on a normalisé ces douleurs et la normalisation retarde la prise en charge. C'est Parce ça. que combien de jeunes sont allés se plaindre de douleurs extrêmes et à qui on a répondu, parfois même directement à leurs parents plutôt qu'à elles-mêmes, ouais, mais peut-être qu'elle aime pas trop l'école ou peut-être que ça l'arrange de louper quelques jours d'école ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on sait qu'un truc très douloureux, on va en parler 4-5 fois dans notre vie, puis quand on n'est pas entendu, à un moment, on va s'arrêter d'en parler. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça et d'ailleurs, il y a quand même une nouvelle prise de conscience de ces douleurs. Enfin, elles sont beaucoup plus écoutées et il y a même des projets de loi et même certaines entreprises qui mettent en place des congés, enfin si on peut parler de congés, pour que les personnes puissent, se reposer parce que c'est des choses qui font que ça peut être tellement mal vécu et tellement douloureux que c'est impossible de travailler. Oui, mais alors de la même façon, ces projets de loi et ces initiatives que je trouve intéressantes à titre individuel posent encore la question de la normalisation de la douleur. C'est-à-dire, OK, je te donne entre 1 et 3 jours de congé par mois parce que tu vis cette douleur. Mais personne vient vous dire, mais on va peut-être trouver des solutions. Vraiment. On va peut-être améliorer ce qui est en train de se passer. On va peut-être, alors si ceux qui ont une endométriose diagnostiqués et qui sont dans un parcours de soins d'endométriose, il y a souvent des médecins, des algologues notamment, médecins spécialistes de la douleur, qui sont mis dans la boucle. Mais quand je dis souvent, c'est rarissime par rapport au nombre de personnes qui sont touchées par cette situation-là. Et donc, en fait, ce qui m'embête, moi, avec la notion de congé menstruel, c'est qu'on renvoie les femmes sur leur canapé ou dans leur lit. Mais on leur dit pas, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est ça, on leur dit: «Il y a pas de solution, vous aurez mal, vous continuerez à avoir mal». Et on leur dit aussi, par la même occasion, tu es quand même un peu en train de flinguer ta carrière parce que aujourd'hui au poste où tu es, ça nous dérange pas, c'est OK. Mais si demain tu dois prendre des postes de grande responsabilité, etc., on imagine la PDG qui se prend ses 3 jours de congé menstruel tous les mois, à un moment, ça va pas passer. J'ai travaillé dans la banque, je peux dire que, on le voit déjà, les personnes qui étaient en affection longue durée, etc., c'était pas forcément aussi facile pour elles d'avancer dans des postes à responsabilité. Donc, en fait, là, ce qui est dingue, c'est de dire, on dépose ça, ok, on n'a pas conscience des conséquences que ça peut avoir à long terme sur la carrière des femmes, parce qu'on voit déjà les conséquences de potentielles grossesses imaginées par l'employeur. On imagine que 3 jours par mois, ou même un jour par mois, ça double, ça fait plus 50% de congés par rapport aux congés légaux, quoi. Donc c'est énorme. Et ça, il y aura des conséquences.
Et si on faisait ça et qu'en même temps, on leur donnait les moyens d'améliorer d'aller la mieux. situation, alors ça serait hyper positif. Sauf qu'aujourd'hui, on les renvoie chez elles et puis voilà. Oui, débrouillez-vous en fait et continuez à avoir mal, quoi. C'est vraiment. Donc moi, je suis à 100% pour la prise en charge. Déjà pour la prise en charge par la société et pas par les entreprises. C'est-à-dire qu'on a un système de sécurité sociale, c'est la société qui doit gérer ça, c'est pas les entreprises, pour que ça pèse déjà un petit peu moins dans les risques à l'embauche et puis dans les carrières. Et puis ensuite, je pense que c'est aberrant de le faire en mode juste jour de repos. Non, c'est jour de repos avec un suivi. On essaye de faire en sorte de vous aider à aller mieux. On sait que dans certains cas d'endométriose, on ne fera pas des miracles, on le sait. Mais au moins qu'on ait tout mis en œuvre. Enfin, moi, je trouve ça fou d'avoir des femmes dont je sais qu'elles perdent un jour de salaire tous les mois parce qu'elles posent des jours sans solde pour pouvoir continuer à avoir des vacances et qu'à côté de ça, elles ne sont pas au courant qu'elles peuvent améliorer la situation. Oui, c'est ça. Encore une fois, on en revient sur ce problème d'information en fait, il faudrait que travailler peut-être avec des médecins et pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de tout ça, quoi. En fait, ce qui serait génial, c'est que les médecins réalisent que eux, ils sont très très bons quand il s'agit de diagnostiquer, parce que c'est leur métier. Moi, je n'ai aucune compétence à ce niveau-là. Et quand il s'agit de gérer l'urgence des pathologies urgentes. Et que la chronicité avec la complexité de gérer le mode de vie, le niveau de stress, l'alimentation, etc., c'est pas du tout leur zone de compétence. Et s'ils avaient, et c'est le cas pour certains, l'humilité de dire, bien en fait, ça, c'est pas nous qui gérons, mais on vous conseille, on est votre interlocuteur privilégié puisque c'est nous qui avons posé le diagnostic, et on vous conseille d'aller vers des programmes qui vont permettre d'accompagner tout ça, alors ça serait le combo gagnant pour tout le monde. Oui, de travailler main dans la main pour faire en sorte que finalement, ces douleurs, elles soient à la fois diagnostiquées, écoutées et prises en charge, quoi. Sur ton compte Instagram, il n'y a pas très longtemps, tu postais une vidéo où tu parlais de la tension qu'il pouvait y avoir avec son compagnon de vie quand on venait d'ovuler, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est plutôt quelques jours avant les règles en général. Oui. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette anecdote que je trouve assez... Enfin, qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, qui est une compréhension du cycle qui est assez intéressante. Alors, c'est une compréhension du cycle, mais c'est une hypothèse qui a été posée, puisque pour l'instant, il n'y a pas de recherche qui a été faite sur ce sujet-là. Mais c'est une hypothèse de recherche qui avait été posée et qui n'avait pas été... qui semble être confirmée. On n'a pas encore tous les éléments. En gros, l'idée, c'est de se dire que le corps a deux lettres de mission depuis qu'on est né. C'est de faire qu'on survive et de faire qu'on se reproduise. Et donc, tous les mois, il tente... quand bien même on n'en a pas du tout envie, de nous faire nous reproduire, même si, pour ma part, j'ai une ligature des trompes et pourtant mon corps tente encore de me faire me reproduire tous les mois. Et donc, en fait, quand quelques jours avant les règles, justement, il est informé qu'il y a une chute hormonale qui veut dire qu'il n'y a pas eu grossesse, et c'est comme si toutes nos cellules se disaient « Ah non, mais du coup, lui, ça fait quand même plusieurs mois que ça marche pas. Donc, c'est pas le bon. » Donc, on va déclencher une petite crise, là, comme ça, on va peut-être essayer d'aller en chercher un qui marche mieux. Et ce qui est drôle, c'est que ça peut marcher avec un ou une si on est dans un couple homosexuel. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui explique que quelques mois ou à partir d'1 ou 2 ans, ça dépend des couples, en fait, on retrouve ces crises absolument récurrentes et régulières parce qu'en fait, le corps se dit « Mais pourquoi elle reste avec cette personne-là avec qui ça n'a pas marché ?» Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté, vraiment le corps qui parle, quoi. Mais oui, c'est le corps qui dit « Non, mais ça marche pas avec cette personne, c'est pas bon. » Union infertile, no way. Oui, c'est ça, l'intelligence du corps, quoi, finalement. Voilà, donc il faut se rendre compte que c'est quelque chose de très biologique qui nous amène à faire quelque chose de très physique, c'est-à-dire soit faire les valises du chéri, soit faire nos propres valises, soit... Alors moi, j'avais mon petit gimmick, j'allais regarder le prix des appartements pas très loin de chez moi pour en louer un. Voilà, et je savais que j'étais à chaque fois à 3 jours de mes règles, quoi. Là, ça te permet de te donner un cadre sur ton cycle, finalement. Voilà, déjà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on le sait, une fois qu'on en avertit la personne qui vit avec nous, eh bien, on arrête aussi de d'égratigner le couple tous les mois, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ça peut donner des sacrés coups de couteau dans ce couple, alors qu'en réalité, oui, c'est le phénomène naturel, on peut le comprendre. Pour autant, s'il y a un désir commun de ne pas avoir d'enfant, il n'y a pas de raison de laisser assouvir cette chose-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand l'autre est au courant et quand nous-mêmes on est au courant, eh bien de pouvoir en rire. Et moi, c'est ce que je propose vraiment, c'est-à-dire que je me prends des crises de fou rire quand je réalise que je suis repartie dans ce délire-là. Encore une fois, d'en avoir conscience, ça sauve tout, quoi. C'est exactement ça. Du coup, sur notre cycle de personnes menstruées, est-ce qu'il y a des choses qui sont essentielles à comprendre, à savoir pour être mieux avec soi-même et avec son cycle ?
Ouais, il y a vraiment des éléments et j'aimerais tellement, tellement que tout le monde le sache. Ouais. La première chose qu'on devrait tous, toutes savoir faire, et je dis ça pour même les personnes non menstruées, elles devraient avoir l'info, même si elles ne vont pas chercher à le faire, mais elles devraient avoir l'info, c'est de savoir comment on fait pour reconnaître la période de l'ovulation. Et ça, c'est ultra simple et c'est ludique, c'est joyeux. Moi, j'en parle parce que ça me fait rire. Je suis joyeuse à chaque fois que je repère une ovulation. Et le plus simple pour ça, ça va être de pouvoir regarder les pertes qu'on a dans nos culottes quand on fait pipi et de voir la texture qu'elles peuvent avoir. Et elles OK. changent tout au long du cycle. Et il y a un moment où ça fait ce que j'appelle l'effet patinoire. Tu vas me comprendre, c'est le moment où on s'essuie avec notre papier toilette après avoir été uriné et que ça glisse, ça glisse, ça glisse. D'accord? Ça, c'est la période d'ovulation. Ça, c'est souvent aux alentours de la période de l'ovulation parce qu'en fait, on va pouvoir recueillir, si on le souhaite, la petite glaire cervicale sur notre papier toilette. Et ça va ressembler un peu à du blanc d'œuf qu'on peut étirer entre nos doigts. Et effectivement, ça nous fait dire, en tout cas, qu'il y a eu un pic ovulatoire. OK. D'accord? Donc, on a cette information-là, on la chope, on la met dans notre agenda. Ça va nous permettre de prédire potentiellement la date de nos prochaines règles. OK. Donc, c'est génial parce que si j'ai un cycle irrégulier, par exemple, hop, j'ai cette info-là, eh bien, je sais que, on va voir ensuite la durée, mais je sais qu'un certain nombre de jours après, hop, j'ai mes règles. Donc, je peux déjà noter la date de mes prochaines règles dans mon calendrier, même si, donc déjà, c'est génial, ça nous permet, enfin, même si je ne sais pas la date de mes prochaines règles parce que j'ai un cycle irrégulier, eh ben, je peux prédire. Anticiper un petit peu, ouais. Ça, c'est quand même génial. Mmh. Donc, l'autre avantage de savoir quand est-ce que j'ovule, c'est que je vais pouvoir regarder la durée entre mon ovulation et mes règles. OK. Si cette durée, elle est inférieure à 10 jours, ça veut dire que mon corps est en train de galérer. Ça veut dire que ma durée de la phase lutéale n'est pas suffisamment longue pour permettre une grossesse. OK. C'est un indice que mon corps n'est pas en santé. OK. C'est hyper important, on devrait tous faire ça. Bah, oui, ça te permet de suivre, de savoir, en fait, comment tu vas, quoi. Exactement. Comment ton Donc, corps c'est est-ce que la durée entre la date de mon ovulation et la date de mes règles est supérieure à 10 jours? OK. Si oui, je vais repérer parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a une durée hyper stable. Moi, par exemple, j'ai 16 jours entre cette glaire fertile, là, dont je viens de parler, et mes règles. Et c'est 16 jours tout le temps. OK. Alors que j'ai un cycle hyper irrégulier. Et donc, Mais du coup, cette, durée-là est toujours, hyper régulière? elle est très stable, en fait, pour une même personne. OK. Donc, une fois qu'on a repéré, bah, moi, c'est 14 jours, moi, c'est 12 jours, moi, c'est 16 jours. C'est le max, 16 jours en général. Eh bien, je sais comment se présente mon cycle. Et surtout, je vais pouvoir voir aussi les variations, puisque c'est 16 jours. Et puis, dans la préménopause, par exemple, ça peut devenir 10 jours, 9 jours. Et je le sais comme ça, donc je m'en rends compte. Donc tu te rends compte aussi que tu es dans une phase de préménopause si tu as toutes les informations pour le comprendre? Exactement. Ou une grosse phase de stress, par exemple, parce que le stress peut nous empêcher de sécréter suffisamment de progestérone. Enfin, il y a plein d'infos comme ça qu'on Mmh. peut. Et puis, la dernière chose, c'est de savoir qu'un cycle en santé, il fait entre 21 et 35 jours. OK, sacrée fourchette. Donc voilà, c'est une sacrée fourchette. Mais donc pour qu'un cycle soit en santé, il faut qu'il soit ovulatoire. Donc il faut que j'ai repéré des signes d'ovulation, que la durée entre mon ovulation et mes règles soit supérieure à 10 jours Mmh. et que le cycle fasse entre 21 et 35 jours. Une fois qu'on a ces 3 infos-là, on sait si notre cycle est en santé ou pas. D'accord. Et c'est des choses qui sont c'est possible de le voir, par exemple, quand tu es, sous pilule? Ou c'est des choses qui sont Et moins sous suivies? pilule, en fait, le cycle, il est bloqué. Et donc, sous pilule, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation. Donc, il va juste y avoir en fait, les hormones de la pilule vont passer par-dessus nos hormones pour bloquer notre phénomène à nous. Et donc, en fait, ce qu'on va voir sous pilule, on va juste avoir des saignements de privation. Si on a une pilule qu'on arrête régulièrement, toutes les 3 semaines, eh bien, on va avoir des saignements de privation à ce moment-là. Ça veut Ouais. dire que comme on fait chuter d'un seul coup, mais de façon complètement artificielle, les hormones, eh bien, ça déclenche des saignements. Mais Donc il n'y a pas d'ovulation, donc on ne peut pas regarder ça. Et puis, de toute manière, on aura toujours une durée de cycle qui sera liée à la durée de notre tablette. la durée de la tablette, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ce ne sont pas des vraies règles, quand on est, sous pilule. Bah, disons que la différence, c'est qu'il ne va pas y avoir d'endomètre qui va se développer sous pilule. Et donc, le saignement va être juste lié à l'inflammation liée à la diminution des hormones. Mais il n'y a pas vraiment d'endomètre qui s'évacue. Donc, ce n'est pas non plus la même texture de sang, ce n'est pas non plus la même quantité en général.
voilà, il y a plein de choses qui changent effectivement sous pilule. Et du coup, sous pilule, c'est possible d'avoir un syndrome prémenstruel ? En fait, on peut avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un syndrome prémenstruel, donc avoir son humeur qui change, avoir des petites douleurs, des tensions au niveau des seins, etc. C'est lié au fait qu'on va arrêter la pilule et qu'il va y avoir quelques jours entre le moment où on arrête la pilule et le moment où les règles sont déclenchées. Et donc, c'est lié directement à cette chute hormonale qui peut reproduire en tout point un syndrome prémenstruel. La seule chose, c'est que en vrai, on ne devrait pas pouvoir l'appeler syndrome prémenstruel parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation, mais on s'en moque entre nous. Oui, c'est complètement possible d'avoir ce qui ressemble à un syndrome prémenstruel sous pilule. Oui, donc qui est très lié aux hormones, en fait. Complètement. Qui est lié à une chute hormonale et qui est lié au fait que le corps, il galère un petit peu, donc il est carrément possible aussi de le soutenir, même sous pilule. Et justement, la chute hormonale, c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup après l'accouchement. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas non plus tant d'informations que ça, sur ce que ça entraîne, sur les impacts que ça peut avoir sur le corps, sur la tête. Ouais, et il n'y a pas eu beaucoup de recherches de fait sur le sujet. Ouais. C'est assez désespérant même. Non, ce qui est important, c'est de réaliser que oui, c'est une période de tsunami hormonal, vraiment, et que ça vaut le coup de s'écouter, de s'accueillir, de ne pas laisser les autres nous dicter ce qu'on devrait être ou ce qu'on ne devrait pas être, parce que c'est vraiment une période où le chamboulement est énorme. Quand on voit les taux de progestérone et d'œstrogène en fin de grossesse qui sont absolument mirobolants et qu'il y a tout qui s'effondre juste après l'accouchement, on se rend bien compte que ça peut pas se faire sans mouvement intérieur. C'est sûr, surtout associé à de la fatigue, un changement de vie quand même qui est pas anodin. Ça Oui, fait et puis un petit réveil très très efficace qui Ouais, clairement. qui n'a pas de programmateur d'horaire. Non, en effet, très très efficace. Du coup, Gaëlle, comme tu sais, il y a une question qu'on aime beaucoup poser chez Pluriel Singulier. Ça veut dire quoi pour toi l'intimité ? Ce qui est intime, c'est ce que je n'ai pas envie d'exposer au monde. Je dirais que c'est ça, l'intimité. C'est ce que je n'ai pas envie d'exposer au monde, ce que j'ai envie de conserver pour moi. Pour autant, et je pense que c'est là qu'il y a une confusion parfois, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais être éduquée ou informée. Et parfois, au nom de l'intime, eh bien, on laisse perdurer le tabou, qui sont deux choses différentes. Et je pense qu'il est important d'avoir sa zone d'intimité, une zone qu'on a le droit de ne pas exposer. Et en même temps, on devrait avoir le droit d'être informé sur cette intimité. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Gaëlle, pour ces échanges. Merci Alice, c'était un plaisir. Partagé. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite!